Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont là, non, c'est pas l'agence Tourisque, c'est les experts, non pas de Miami, mais de Métropole. Ils sont arrivés il y a quelques jours sur Mayotte, on a eu droit à une conférence de presse et ils sont ce matin sur le plateau, on va les présenter. On a avec nous, honneur aux dames, on va commencer par madame Mandy Bengoubou. Bonjour. Bonjour. Alors vous dépendez du ministère de l'écologie et vous êtes issu de la DGPR, donc prévention des risques, hein. On est bien d'accord. C'est ça. On a également Bastien Collat qui est avec nous pour le BRGM. Bonjour à tous. Bonjour Bastien. Et le lieutenant-colonel Olivier Galichet de la sécurité civile, en quelque sorte, hein, du ministère de l'Intérieur. Bonjour mon colonel. Bonjour, exactement. Merci d'être avec nous. Alors, la question que tout le monde va vous poser ou que tout le monde vous a posée, qu'est-ce qu'on sait réellement sur la situation? Déjà, on va planter le décor. Pourquoi ça bouge à Mayotte? Qui peut commencer à répondre? BRGM peut-être? Bastien? Oui. Oui, on sait. Je dirais, au fur et à mesure que la séquence sismique évolue, on apprend des choses et on arrive à identifier pourquoi on a des séismes. C'est des séismes qui sont dits tectoniques, c'est-à-dire que c'est des mouvements des plaques entre elles, qui génèrent du frottement, qui libèrent de l'énergie et qui engendrent ces secousses répétitives qu'on ressent régulièrement ici depuis maintenant 4 semaines. On sait que c'est des mécanismes qui sont connus, d'une part, sur la façon dont ça travaille, je dirais, au niveau des entrailles de la Terre. Et du coup, ça permet d'expliquer cette séquence. Ce qui est inconnu, c'est la durée de cet essaim sismique, donc cette série de séismes répétés dans un périmètre délimité géographiquement, à environ 60 km à l'est de Mayotte. Alors on dit 60 km, c'est 60 km par rapport à Mamoudzou. Oui. Ceux qui sont à Pamandzi ou de l'autre côté, c'est évidemment un peu plus près. Hein. Un peu plus près, évidemment, Ouais, forcément. la distance. Oui, bien sûr. Enfin, on prend une moyenne. Après, le gros des gens, ils sont aussi sur Mamoudzou, donc c'est important. C'est là où on a les populations les plus vulnérables. Et de ce point de vue-là, on a une séquence dont on ne sait pas, sincèrement, il faut le dire, je pense qu'on l'a déjà dit, qui va s'arrêter évidemment un jour, mais on ne sait pas quand. Ça, on est incapable de le prévoir, et il faut bien que les gens aient conscience de ça. Il va falloir apprendre, quelque part, à vivre avec ces secousses, le temps que ça va durer. Alors on nous parle d'une faille qui ferait, je mets ça au conditionnel, qui ferait 10 km de long, elle serait à 10 km de profondeur, grosso modo. Déjà, est-ce que ça c'est vrai? Alors la longueur exacte de la faille, on ne la connaît pas encore. C'est-à-dire que le Benjamin est en train de travailler dessus encore pour essayer d'affiner justement cette longueur précisément. Les profondeurs, elles sont appréhendées. C'est de l'ordre de 10 km. C'est assez forfaitaire. Il y a eu certains événements très particuliers. Les plus gros, en fait. Les plus gros, on peut les quantifier un peu mieux. Et on a relevé 17 km de profondeur. Donc c'est pour dire que c'est une gamme de profondeur. Mais prenons 10 km, c'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose au problème. Mais oui, c'est-à-dire que c'est des failles qui sont de longueur limitée, et au plus la faille va être courte, au plus on aura des choses qui vont être de magnitude, d'ampleur équivalente. Et c'est ça qui va conditionner qu'on va avoir des secousses de ce type-là, de type enregistré depuis ces 4 semaines, et qu'on n'attend pas spécialement des choses beaucoup plus grandes. Parce que si y avait des failles qui faisaient 200, 300, 500 km, on rentrerait dans un autre Alors schéma. on va en parler des risques et de ce qui pourrait arriver ou pas. Mais déjà, une question pour Mandy. Est-ce que pourquoi on ne plonge pas pour aller voir ce qui se passe? Pourquoi on n'envoie pas un sous-marin, un robot? On l'a eu cette question sur les plateaux, les auditeurs ont appelé. Pourquoi on n'y va pas? J'ai envie de vous dire pour voir quoi. Des gens ne savent pas. Alors, bien sûr, il serait naturellement intéressant pour la recherche scientifique à moyen et long terme d'envoyer un navire sur place. Pour intellectuellement parlant, ça serait super intéressant. Mais par contre, de façon opérationnelle, ça n'apportera pas de réponse sur le court terme pour savoir jusqu'à quel point cet essaim sismique va durer, quand il va s'arrêter. Ça n'apportera pas de réponse factuelle sur finalement ce qui intéresse la population. Quand est-ce que cet essaim va s'arrêter? Mon colonel, on va donner la parole à Samuel dans quelques instants, mais on a déjà eu des essaims de ce type ailleurs, pas forcément à Mayotte, mais ailleurs dans le monde, notamment en Italie. Ça a duré des mois, certaines années même. Il y a eu des décès, on parlait d'une centaine de décès, notamment en Italie. Pourquoi à Mayotte ça n'arriverait pas, ça?
Vous devez faire référence à l'Aquila peut-être? C'est ça. Mais alors pour le coup, c'est des phénomènes sismiques, mais c'était pas un essaim de séisme si je me trompe pas. Dans le micro. Oui, pardon. Il y a eu des essaims de séisme, mais qui sont sur des mécanismes un peu différents. C'est-à-dire qu'on a des chocs principaux et ensuite ce qu'on appelle des répliques. C'est-à-dire d'autres séismes qui vont se produire avec une décroissance régulière de l'amplitude en fait de la secousse. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure. Non. Et ensuite, par contre, en Italie, pour ça qu'on parle d'essaim, c'est qu'on avait systématiquement derrière un nouveau séisme avec à nouveau cette décroissance de secousse, etc. Donc c'est une séquence de séismes, chocs principaux et répliques. Là, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, on a un caractère aléatoire du ressenti. Les magnitudes, donc la puissance de chaque événement, elle varie. Tantôt, on a plusieurs séismes un peu importants dans la journée, tantôt, il y en a un. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Vous êtes aussi en mission sur Mayotte pour examiner les risques, mais aussi les dégâts qu'il y a sur les bâtiments. Aujourd'hui, on a le collège de Mtsamboro, les personnels veulent le fermer parce qu'il y a de gros dégâts qu'ils constatent. Bonny-Titi, il y aura peut-être un droit de retrait parce qu'il y a 19 salles de classe sur 70 qui sont endommagées. Il y a aussi Dembeni, il y a Doujani qui est bien amoché. Pourquoi les bâtiments publics sont plus touchés que les maisons particulières? Est-ce qu'il y a un réel risque? Plutôt pour le colonel, là. Oui, alors je pense pas que les maisons des particuliers soient forcément moins touchées. Je pense que les bâtiments publics font l'objet d'une surveillance systématique. Maintenant, et puis ils accueillent du public, donc... Oui, ils accueillent du public, donc je pense que la surveillance est minutieuse. Nous, on a travaillé tout le week-end sur des fiches réflexes, sur des conseils à la population, justement pour surveiller leurs bâtiments, parce que à force, il peut y avoir des fissures qui se créeraient. La difficulté de l'essaim de séisme, c'est qu'on n'a pas de retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il y en a eu des essaims de séisme, mais pas de cette magnitude, et on n'a pas de documentation dessus. Donc moi, c'est la question que j'aurais posée. J'aurais dit, mais à force, qu'est-ce qui va se passer sur les bâtiments, etc. On ne sait pas exactement. Sachant qu'en plus, même s'il y avait un retour d'expérience, l'habitat mahorais est peut-être pas le même qu'en Italie. Enfin, j'en suis même sûr. Donc, on n'a pas de retour d'expérience. Donc, on va inviter les habitants à surveiller les maisons, au même titre que le public, pour éviter qu'il y ait des blessés. Alors, on a pu lire dans la presse qu'on n'ira jamais à Mayotte, à tort ou à raison, vous allez me dire, on n'ira jamais jusqu'à 7 ou 8 sur l'échelle de Richter, notamment sur ces séismes. Comment on peut être certain qu'on n'arrivera pas à 6? On est quand même allé à 5-9 au début, ramené à 5-8, si mes informations sont justes, on n'était pas loin. Alors on n'était pas loin, mais entre un 6 et un 7, c'est pas du tout la même chose en fait. L'énergie, en fait, c'est 30 fois plus important. Donc c'est important aussi d'avoir cette culture. On sait qu'on n'ira pas parce qu'il n'y a pas le contexte qui le permet tout simplement. On parlait de longueur de faille. Jusqu'à 7, j'ai dit 6? Non, t'as pas dit. Dans le micro. On n'ira pas jusqu'à 7, 7, 5, 8, enfin c'est des choses comme ça. À cause justement de ces longueurs de faille. Mais on peut aller jusqu'à 6? 6 complètement, 6-2, 6-3 peut-être. Oui, on ne peut pas écarter ça. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui va être relativement proche du séisme de pic qu'on a eu. C'est-à-dire, c'est la référence aujourd'hui, séisme du 15 mai, 5,8. 6-2, 6-3, pourquoi pas. Mais voilà, après, on ne rentre pas dans un schéma catastrophique, on va dire. 6-2, 6-3, ça peut être déjà catastrophique, parce que le principe de l'échelle de Richter, une différence entre 5 et 6, c'est pas juste 1, c'est multiplié par 10. Oui, bien sûr. Non, mais... Dans le micro. C'est multiplié par 30 en énergie. C'est ça. Quand on passe entre magnitude 5 et magnitude 6, on multiplie l'énergie par 30. 30, c'est énorme. C'est énorme. Donc 6, on peut avoir des dégâts, mon colonel. Quel type de dégâts on peut connaître sur Mayotte? Alors, pour le coup, moi je suis pas spécialiste de l'habitat et des dégâts de séisme, mais on peut avoir des dégâts tels qu'on a vu sur des maisons, des fissures, des terrasses qui s'écroulent, ou même des murs porteurs qui commencent à se fissurer, etc. Après, tout dépend des habitations. Et c'est la difficulté aussi, c'est qu'il y a des habitations qui sont pas forcément construites avec des normes très précises, etc. Donc oui, il peut y avoir des dégâts. C'est pour ça que ce sur quoi on peut agir dès aujourd'hui, c'est que les habitants surveillent leurs habitations. Samuel. Mayotte est classée en zone 3, c'est-à-dire zone modérée, risque faible. Est-ce qu'avec cet essai sismique, il va y avoir une révision de cette cotation, de ce niveau? Alors, Mayotte est classée non pas en zone de risque, mais en zone de sismicité modérée. Ce classement en fait se base sur des connaissances scientifiques, et pour l'instant on ne prévoit pas de changer le classement de Mayotte, parce que finalement l'essaim
où la gamme de magnitude enregistrée lors de cet essai sismique correspond finalement à ce que l'on attend pour une zone classée en zone 3 dans le zonage réglementaire. Alors, excusez-moi Patrick, mais dans l'archipel des Saintes, il y a un essaim sismique, je ne sais pas si c'est le même type ou pas, mais il dure depuis 14 ans. Ça fait long. Les bâtiments commencent à être usés, donc j'imagine qu'ils ont anticipé en 14 ans pour essayer de mieux construire, de renforcer les constructions. Est-ce que nous aussi, on va devoir anticiper? Alors comment les Saintes, ça se trouve au niveau des Antilles. Ils sont classés en zone de sismicité 5, la zone maximale pour la France. Parce que bien sûr, ils ont plus de séismes. On peut s'attendre à des séismes plus importants. Et en effet, les contraintes réglementaires sont donc en effet beaucoup plus drastiques. Les contraintes réglementaires, on est obligé de les appliquer, elles sont plus drastiques. Maintenant, concernant le bâti de Mayotte, normalement, les constructions neuves depuis 2011 sont censées répondre à la réglementation. J'ai envie de dire que lorsqu'on n'y répond pas, oui, on s'expose à des risques. On s'expose, à un risque. Bon, on a bien compris qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce que c'est un phénomène où on n'a pas énormément de données. Mon colonel, même si effectivement on ne sait pas, ça c'est la seule chose dont on est à peu près certain, qu'on ne sait pas, quelle est l'attitude à avoir? Je suis chez moi, ça bouge, je ne sais pas si ça va bouger beaucoup, longtemps, fort, pas fort, on est en plein milieu de la journée, on est en plein milieu de la nuit, je suis peut-être dans une tenue qui n'est pas forcément la plus adaptée pour aller dehors, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, est-ce que je dois sortir ou pas? Alors, on ne peut pas le dire comme ça dépend où vous êtes dans la maison. Bon, je suis dans mon lit, il est minuit et je dors. Oui, ça dépend si c'est à l'étage, etc. Moi, ce que j'inviterais les gens à faire, surtout, c'est d'aller sur le site internet de la préfecture, de télécharger la plaquette avec tous les conseils, parce qu'il y a des choses à faire avant. Si vous avez une grande armoire qui est contre le mur, mais qui n'est pas vraiment fixée, etc., déjà, ça, c'est des choses qu'il faudrait fixer. Il faut faire attention à tous les objets qui pourraient tomber. Parce que même avec les séismes qu'on a, même ces derniers jours, depuis qu'on est arrivé, il y a des choses qui peuvent tomber et qui peuvent blesser les gens. Un miroir, des bouteilles, les vitres, etc. Les conseils de base, c'est de se protéger, d'aller se mettre sous les tables, d'éviter de faire un grand cheminement pour sortir. Vous avez une grande maison, si vous devez traverser 3 pièces, c'est pas l'idéal. Mettez-vous plutôt sous la table. Après, si vous êtes juste à côté du rez-de-chaussée éventuellement et que vous pouvez accéder directement à la porte, vous pouvez vous mettre à l'extérieur en faisant aussi attention qu'il n'y ait pas les tuiles, etc. Donc, prenez les conseils de prévention et regardez chez vous, préparez-vous à savoir si jamais il y a un séisme, qu'est-ce qui va se passer. Alors, il y a des expériences qui ont été malheureusement vécues ailleurs. Quand il y a effectivement ce genre de secousse, on se dépêche, on court et on se casse la gueule dans les escaliers. Et là, il y a des accidents aussi. Exactement. Et qui sont indépendants du séisme. Tout à fait. Enfin, alors, indépendants, non. Indirectement. Mais c'est compréhensible. Les gens, ça fait un mois qu'il y a des séismes, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. On essaie de les rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas le fameux Big One, puisque c'est le terme qu'utilise tout le monde et qui est vulgarisé pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Donc, ils vont courir dans l'escalier pour sortir. Et c'est la plupart des blessés qui ont été recensés à Mayotte. Donc, il faut éviter de courir dans les escaliers, il faut se protéger et suivre les conseils de prévention. Samuel, vous avez annoncé l'installation d'un sismographe le 18 juin. Sismomètre, c'est ça, hein? C'est bien, il faut que je sois plus précis. Qu'est-ce qu'il va apporter? À bande large, apparemment. Bastien. À large bande, ouais. L'idée, en fait, c'est d'améliorer toujours le suivi du phénomène physique, parce que c'est quand même le seul moyen d'avoir cette connaissance et d'essayer d'estimer comment ça va évoluer. Et donc, il va amener une amélioration de la précision de la localisation. C'est une chose assez importante, hein, en tout cas pour la poursuite du phénomène et pour justement la préparation d'éventuels secours à l'échelle de l'île. Si jamais cet essaim sismique migrait dans une direction ou dans une autre, les conséquences du ressenti des populations pourraient évoluer. Donc ça, il faut vraiment que nous, on s'attache à le qualifier du mieux possible. Au plus on sera précis, encore une fois, au mieux l'information descendante sera correcte et au mieux l'adaptation des réponses, en fait, en termes de sécurité civile, sera pertinente. Donc il faut vraiment renforcer cette chose-là. D'autre part, le type de capteur qui est installé est un capteur dit large bande, donc on enregistre des choses un petit peu différentes de ce qui est enregistré aujourd'hui, et on va permettre aussi d'améliorer la connaissance de ce qui se passe en profondeur, dans le sous-sol, au niveau de la zone d'essaim. Est-ce que, Mandy, même si c'est pas forcément
en lien avec le ministère de l'Environnement, mais il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus aujourd'hui, se disent traumatisés par ces secousses. Vous l'avez déjà vécu ailleurs, ce genre de traumatisme? Est-ce que ce qui se vit aujourd'hui à Mayotte, ça s'est déjà vécu ailleurs? C'est-à-dire, les gens ont peur. Ont peur parce qu'ils ne savent pas. Ça se comprend? Ça se comprend, ça se comprend. Vous le comprenez? Ah mais bien sûr, oui. Bien sûr. Alors à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre important, quel que soit, j'ai envie de dire, où qu'il soit dans le monde, les gens ont peur, sont effrayés, bien sûr. Et ça se comprend. J'ai même envie de dire que, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, si, moi, je viens de la Guadeloupe, oui, ça s'est entendu un peu. Et mon arrière-grand-mère, elle avait extrêmement peur des tremblements de terre. Mais bien sûr que ça se comprend, c'est normal. Et puis on est face à un phénomène finalement qu'on ne maîtrise pas. Mais oui, on sent le sol se dérober sous ses pieds, c'est normal. Et au-delà de la peur, il y a un phénomène de fatigue. Moi qui suis arrivé depuis 3-4 jours, quand je suis réveillé la nuit par un séisme, j'ai du mal à me rendormir. Donc j'imagine que les Mahorais, depuis un mois, qui ont du mal à dormir chaque fois qu'ils sentent un séisme, sont relativement épuisés. C'est des choses qui ont été prises en compte et il y a un travail pour réfléchir à savoir si éventuellement on pourrait être renforcé par des psychologues sur l'île pour accompagner les gens, pour les aider justement à vivre ce phénomène. Les enfants, les petits, ils sont plus sensibles au tremblement de terre ou pas? J'ai envie de dire que les enfants sont toujours plus résilients, ont toujours plus de ressources que les parents. Parce que généralement, il y a un travail important qui est fait au niveau des écoles, des collèges, des lycées, au niveau en fait de la pédagogie, de la façon dont on accompagne, dont on leur explique le phénomène. Et généralement, c'est eux en fait qui vont rassurer les parents en leur disant « Mais au fait, aujourd'hui, on a fait opération survie à l'école, il faut que tu fasses ça. Maman, sais-tu où on peut couper le gaz, on sait où... » Non, les enfants sont généralement, on puise notre ressource dans leur force à eux. Bien sûr. Samuel. L'organisation des secours, on ne sera pas épargné, enfin on peut ne pas être épargné par un 6-2, 6-3, ça pourrait faire beaucoup de dégâts sur Mayotte et comme partout ailleurs. Est-ce qu'on est prêt à une réaction des secours aujourd'hui? Alors oui, que ce soit pour des séismes ou des cyclones ou tout besoin de sécurité civile, il faut savoir déjà qu'il y a les sapeurs-pompiers de Mayotte, le service départemental qui est prêt, qui a des équipes spécialisées en sauvetage des bléments. Il y a également sur l'île, il y a la Légion étrangère, il y a le RSMA qui veut être mobilisé pour porter secours dans l'heure, tout de suite. Mais il y a également la zone de défense avec la Réunion qui peut intervenir et envoyer des secours depuis la Réunion. Ils sont arrivés ce matin, ou ils arrivent ce matin, je crois, justement pour travailler avec les pompiers mahorais sur ce renforcement si nécessaire. Et puis il faut savoir que moi qui travaille à Paris et qui ai travaillé sur plusieurs séismes, que ce soit Haïti, le Japon, etc., qu'on peut envoyer des équipes très rapidement depuis l'Hexagone pour venir secourir les gens partout dans le monde. On va essayer de couper la tête aux rumeurs, si c'est possible. Le tsunami. On a entendu parler ici et là, on dit ouais, il y a une faille, l'eau va descendre, elle va remonter, ça va faire une vague. On va être, l'aéroport va être submergé, etc. Quel est le degré de réalité là-dedans? Est-ce que la notion de la création, la génération d'une vague, qu'on appelle tsunami, peu importe sa taille, peut exister à Mayotte ou pas du tout? Alors, il faut distinguer deux choses. On a l'essaim en cours, l'essaim sismique. En fait, avec les mesures qu'on fait depuis le début, on arrive à identifier comment ça bouge en profondeur. Et en fait, il n'y a pas de déplacement vertical du sol. On est sur des mécanismes qui sont dits coulissants. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas de déplacement de masse d'eau attendu dans l'immédiat. Donc ça, c'est une première chose, pour rassurer les gens qu'il n'y aura pas de phénomène tsunami associé à la sismicité de l'essaim. Ça, c'est une première chose importante quand même. Pour l'instant. Pour l'instant, tant qu'on est sur ces mécanismes, c'est pour ça aussi qu'on suit. Ça peut évoluer, on peut avoir un mécanisme différent, c'est-à-dire effectivement des plaques qui vont non, c'est pas possible. Il n'y a pas de raison physique pour que ça change de mécanisme au sein de l'essaim. Non, absolument pas. Par contre, ce qu'il faut avoir conscience, mais là c'est pour la mémoire aussi, c'est que les tsunamis à Mayotte, ils peuvent arriver de Sumatra. On peut avoir les tsunamis qui traversent l'océan Indien. On a une barrière quand même qui pourrait casser éventuellement cette vague. Elle pourrait atténuer peut-être à marée basse, etc. Mais bon, il faut... Voilà. Donc il faut bien distinguer les deux choses et que la psychose ne soit pas associée à l'essaim en cours. Mandy, une question. On en a plein évidemment, mais c'est bientôt fini, je vous rassure. Est-ce que l'activité sismique que l'on connaît aujourd'hui aux abords de Mayotte peut avoir un lien avec une activité volcanique? On sait qu'on a le Karthala qui est pas loin, notamment aux Comores. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité sismique et volcanique? Alors, deux réponses. Il y a forcément
des liens entre activité sismique et volcanique, puisque ce sont des phénomènes qui se passent en limite de plaque, ce qu'on appelle en limite de plaque volcanique. Ouais. En limite de plaque, tectonique. Ouais. Pour l'essaim, par contre, actuel, cet essaim, il est dû en fait à il permet d'accommoder des mouvements qui se passent à l'est et à l'ouest de l'archipel des Comores. D'accord. Ensuite, dans la façon dont quand on analyse les signaux sismiques, on voit que ce sont des signaux qu'on appelle tectoniques. Ce sont des séismes tectoniques, donc qui ne sont pas liés au fonctionnement d'un volcan. D'accord. Donc l'activité sismique que l'on connaît aujourd'hui ne va pas déclencher un volcan au Karthala. Alors, au Karthala, non, ça c'est évident. Ouais. Par contre, ce qu'on est en train de voir, justement, avec ces nouveaux capteurs, ce qu'on disait, c'est qu'on va essayer d'appréhender ce qui se passe en profondeur et de voir s'il y a des circulations de fluides, etc. Parce que, historiquement, il faut bien voir que l'archipel de Comores est un archipel volcanique, donc Mayotte, un ancien volcan, et il est possible qu'on ait des circulations. Mais la cause principale, encore une fois, c'est bien ces failles qui jouent. Il peut y avoir des circulations de fluides, etc. Et ça, on l'étudie au jour le jour, sincèrement. D'accord. Samuel, c'est la dernière question, parce qu'après on va revenir avec le colonel sur la prévention. Oui, je fais très vite. Question qui va vous paraître simpliste, mais à Mayotte, la population a été traumatisée aussi parce que, avec le sentiment que les tremblements de terre ne se déroulaient qu'à Mayotte. Est-ce que Madagascar est affecté aussi, ou les Comores aussi, par ces secousses? Par les secousses de l'essaim? Ah non. Non, les secousses de l'essaim, elles sont ressenties uniquement à Mayotte. Uniquement sur Mayotte. Uniquement sur Mayotte, à cause de la distance. C'est-à-dire que 60 km, 50 km, après à 200 km, c'est terminé. Et on ne ressent plus. Vraiment, sincèrement, c'est quelque chose de très localisé autour de Mayotte. Après, Madagascar a sa sismicité propre. D'accord, c'est autre chose. Mais qui est pas en lien avec les sains actuels que les Mahorais ressentent, bien sûr, est ressenti à Mayotte. Mais par contre, la sismicité qui se passe ailleurs, chaque région a sa propre sismicité, que d'ailleurs les Mahorais ne ressentent pas. Mon colonel, est-ce que on a vu, forcément, on s'est intéressé à ce qui existe sur la planète. Il y a plein d'applications qui existent en fait pour les séismes. Là, j'en ai téléchargé une il n'y a pas si longtemps que ça, ce week-end, qui s'appelle Séisme Plus. Est-ce que toutes ces applications sont fiables? Elles donnent des magnitudes, elles donnent des données en fait, un peu partout. Est-ce que c'est fiable ou pas? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne les connais pas toutes. J'en connais quelques-unes. Moi, ce que je vous invite à faire, au-delà de l'application, c'est surtout d'aller sur Internet, d'aller sur le site du BRGM notamment, où il y a des informations, et sur le site de la préfecture. Parce que là, au moins, vous savez que les données sont récupérées scientifiquement. Ce sont les plus précises, puisque le BRGM, c'est ceux qui étudient le phénomène qui nous concerne au niveau national, et ce n'est pas des capteurs américains qui transforment la donnée, etc. Donc, les applications, pourquoi pas, mais l'information fiable, elle est sur le site de la préfecture et sur le site du BRGM. On rappelle, on ne sait pas ce qui va se passer. Clairement, on ne le sait pas, donc ça ne sert à rien d'essayer de tourner autour du pot. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est au cas où qu'il se passe quelque chose. Dans la maison, on peut aménager déjà aujourd'hui son environnement. Attention, exactement, préparer éventuellement une sortie. Ne pas mettre de meubles devant sa porte. Par exemple, vous le disiez à l'instant, faire en sorte que une armoire, si elle n'est pas fixée au mur, voilà, sortir les miroirs qui sont un peu en équilibre. On le fait tous. On a un miroir là qui est posé, il va tomber, il va se casser la gueule. Des bouteilles qui peuvent blesser un enfant. C'est tous ces petits gestes qui peuvent faire en sorte que on va éviter des blessés inutiles, même sur des petites magnitudes. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est très bien résumé. Mais c'est mon métier. Voilà. Merci en tout cas 1000 fois d'être venu sur ce plateau. Merci à Mandy Ben Goubou, merci également à Bastien Collat, merci au lieutenant-colonel Olivier Galichet d'être venu sur ce plateau. Merci également à la préfecture d'avoir une nouvelle fois joué le jeu pour communiquer, parce qu'on en a besoin. On a besoin de comprendre. Alors on se pose tous des questions, on n'a pas toutes les réponses, mais ça on le sait. Mais c'est aussi une manière d'être clair, de dire on ne sait pas. Et de ne pas savoir, le fait de dire qu'on ne sait pas, ça peut paraître comme quelque chose de pas rassurant, mais en fait, ça peut l'être également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.